Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez. Je pense que c'est bon. Bienvenue au téléstaff du mois de juin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Je suis Vanessa Poutou, donc je suis l'infirmière coordinatrice de l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. Et donc, j'ai en charge l'organisation et la préparation de ces téléstaffs. Euh, voilà, et donc ce mois-ci, on a choisi de parler de la sclérose latérale amyotrophique parce qu'en fait, le mois de juin, donc c'est le mois qui est dédié à cette maladie, notamment avec la journée nationale le 21 juin. Voilà, c'est pas seulement la journée de la fête de la musique, mais c'est aussi la journée nationale de la SLA. Et pour parler de cette pathologie, donc on a deux intervenants aujourd'hui. On a le docteur Stéphane Beltran, qui est neurologue au CHU à Bretonneux, et Julie Catherine, qui est la directrice du réseau Neurocentre, qui interviendra en fin de téléstaff pour présenter le réseau. Alors, avant de leur laisser la parole, je vous invite à utiliser le chat si vous voulez poser vos questions et on vous ouvrira les micros. Voilà pour la présentation. Docteur Beltran, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette intervention. Et donc, effectivement, je vais parler de la sclérose latérale amyotrophique. Je travaille donc dans le centre SLA avec le professeur Corsia à l'hôpital de Tours. Mais conflit d'intérêt pour cette présentation, il n'y en a pas. Et là, c'était le plan que je vous avais proposé. Il y a quelques notions d'épidémiologie, de physiopathologie. Ensuite, un peu de diagnostic. Ensuite, la prise en charge après le diagnostic qui va s'articuler avec des parcours patients. Et enfin, volet indispensable dans dans cette maladie comme d'autres qui sont incurables, l'importance de la recherche, que ce soit pour le patient à un instant T, mais également les patients futurs. Donc, quelques notions sur cette entité. Donc, c'est une atteinte neurodégénérative qui va toucher la voie motrice. On parle de la fonction motrice. On décrit sur ces pathologies-là des territoires moteurs en fonction de l'émergence des racines motrices. Donc le territoire bulbaire avec l'émergence du bulbe, la fin du tronc cérébral, le début de la moelle épinière, qui va servir surtout à activer sur le plan moteur la langue, les muscles du cou et les muscles de la gorge. Le territoire cervical qui va être dédié à la fonction motrice des mains, thoracique, la fonction motrice de la respiration des poumons, et lombosacré, fonction motrice des membres inférieurs. Cette atteinte de destruction progressive est lente et elle aboutit donc à un handicap qui est réversible, inexorable, et c'est une maladie qui est mortelle. Elle a été décrite en 1848, c'est français, hein, c'est Monsieur Aran, et Monsieur Charcot a mis son nom sur cette maladie un peu plus tard, en 1880. En épidémiologie, on est sur la troisième pathologie neurodégénérative, si on les classe par fréquence, avec Alzheimer, puis ensuite Parkinson qui est la deuxième. Il y a quand même un fossé important en termes d'incidence entre Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique, mais ça reste la troisième pathologie la plus neurodégénérative, la plus fréquente. Et donc, on est en fonction des registres qui sont plutôt en Occident, on est entre 0,3 et 3,8 cas par an pour 100 000 habitants. Et donc, j'ai pris sur les chiffres de Wikipédia 350 000 habitants sur l'agglomération de Tours. Et donc, ça nous est à peu près 14 nouveaux cas par an contre 1000 pour la maladie de Parkinson. Et pareil, à un instant T, quand on parle, on a dans l'agglomération de Tours 30 patients. C'est une maladie qui commence vers 60 ans, avec des fois des extrêmes, notamment sur les formes génétiques qui peuvent commencer beaucoup plus tôt. Et on a des fois des débuts plus tardifs, à 90 ans, qui est un facteur de risque d'évolution rapide, l'âge avancé. La physiopathologie, elle reste que partiellement expliquée. Vous voyez sur ce diagramme de 2013 plusieurs pistes de physiopathologie qui sont autant de pistes finalement thérapeutiques et avec des essais divers et variés à différents niveaux. On s'inspire de la cancérologie actuellement, de l'oncologie, pour un espèce de système de verrou qui sauterait en fait au fur et à mesure de la vie du patient, avec peut-être une prédisposition, notamment génétique initialement, et notamment par exemple pour les facteurs de récupération, de réparation de l'ADN qui seraient défectueux. Ensuite, des anomalies à différents niveaux du motoneurone, que ce soit pour le transport cellulaire, intracellulaire, mais également la fourniture en énergie de la mitochondrie, et qui, en s'ajoutant à ces prédispositions, en rapport peut-être avec des facteurs environnementaux,
aboutirait au démarrage de la maladie avec, un peu comme dans la maladie d'Alzheimer, un modèle qui voudrait que finalement la maladie est en dormance peut-être 10 à 15 ans avant les premiers symptômes et que au fur et à mesure des phénomènes de destruction, il y a un espèce d'effet seuil où il n'y a plus de phénomène de compensation et donc la maladie se lance pour une raison X ou Y. Sur les choses les plus importantes sur ce diagramme, euh, et qui sont actuellement des choses sur lesquelles il y a de la recherche en ce moment, thérapeutique. On se pose beaucoup de questions sur la mutation C9ORF72, sur son mode, sur sa pathogénie, et peut-être que ce serait une thérapie génique dans le futur. TDP43 va acquérir des fonctions anormales hors du noyau et dans le noyau, avec notamment en fait une structure tridimensionnelle comme un prion. Et donc, on est aussi en train d'essayer de mettre en place des traitements pour éviter cette formation de prion, un peu comme ce qui est fait dans l'amylose ATTR. Euh, sur le SOD, il y a un médicament qui est en train d'essayer de se développer pour essayer d'empêcher la formation de la protéine anormale dans le cadre de la mutation. Et il y a plusieurs cibles importantes qui sont bientôt à l'étude dans les essais thérapeutiques en France. Il n'y a pas que le motoneurone qui est détruit dans cette hypothèse physiopathologique ou cette hypothèse physiopathologique, il y a aussi en fait toutes les structures de soutien, la microglie, qui sont également des cibles thérapeutiques avec des phénomènes d'auto-inflammation et d'auto-excitation jusqu'à destruction progressive de toute l'énergie, on va dire, du motoneurone et jusqu'à la destruction du motoneurone. Oula, alors attendez, est-ce que je peux enlever ça? Non. Donc, vous parlez éventuellement de prédisposition génétique, et effectivement, c'est une maladie dans laquelle il existe des mutations. Il y a un programme de recherche en France qui est maintenant en routine, où on fait en fait les deux mutations les plus fréquemment retrouvées, qui sont C9orf72 et SOD1, à tous nos patients. En France et de par le monde, ça a montré que chez les patients qui ont a priori une forme qui est non familiale, on retrouve quand même ces mutations avec les phénomènes de mutation de novo, ou peut-être sur des censures familiales, des patients qui sont décédés avant de débuter les symptômes. Ces mutations, donc, elles intéressent 5 à 10% de nos formes sporadiques. Et les formes familiales, donc avec plusieurs cas dans les ascendants, c'est 5 à 10% des patients au total. Et vous voyez que pour ces formes familiales, la mutation la plus fréquente, c'est la mutation C9ORF72, qui a été décrite finalement il y a une dizaine d'années. Et vous voyez qu'avec le temps, la recherche étant de plus en plus importante sur la génétique notamment, eh bien, on arrive dans les pathologies du motoneurone à avoir de plus en plus de mutations décrites, qui sont toujours autant de cibles thérapeutiques potentielles. Par rapport aux facteurs environnementaux, il y a énormément d'études qui ont essayé de s'attacher à démontrer quels facteurs environnementaux pour quelle population pouvaient avoir été à l'origine de la maladie. En fait, on a quand même des niveaux de preuve assez faibles. Vous voyez, sur toutes ces études qui avaient été poolées dans une méta-analyse de 2016, avec peut-être pour l'activité physique intense, mais des niveaux de preuve qui sont quand même assez faibles, des études qui sont observationnelles beaucoup bien sûr, et en fait c'est lié dans toutes ces études environnementales, hein, pas forcément que dans la sclérose latérale amyotrophique, au fait que on peut avoir une exposition qui peut être peut-être 30 à 40 ans plus tôt et qui serait potentiellement à l'origine de la maladie. Les facteurs qui reviennent le plus souvent dans les études, mais qui restent controversés, qui sont les facteurs de risque d'avoir la maladie, ce serait d'être un homme, de vieillir et d'avoir des gens dans la famille qui ont déjà fait une sclérose latérale amyotrophique. Il y avait des signaux importants sur le plan statistique pardon, pour les cyanotoxines, notamment sur un cluster qui est décrit en Papouasie, sur l'île de Guam. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas aussi clair que ça. Et ces études sur les cyanotoxines n'ont pas pu être reproduites à grande échelle, par exemple, sur l'étude de la présence de cyanobactéries dans les eaux en France. Ça n'a pas été, le signal statistique n'a pas été aussi clair que ce qu'il avait été prédit. L'activité physique est importante, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans nos patients quand on leur demande s'ils ont fait une activité physique importante. On a des marathoniens, on a des gens qui ont fait du sport à assez haut niveau, et il y avait la description
de cas de SLA de cluster dans le championnat de football italien ou dans des équipes de rugby d'Afrique du Sud. Mais encore une fois, ça ne couvre pas, ça ne permet pas d'expliquer tous nos cas de tous nos patients. Quelques médianes de survie ici, c'est à l'heure actuelle toujours valable, hein, la moitié de nos patients qui meurent au bout de 3 ans d'évolution, donc c'est 3 ans depuis le début des symptômes, et il y en a qui vont un peu plus loin. La survie maximale observée actuellement, c'était Stephen Hawking, de 44 ans. Quand on met en place les mesures de suppléance vitale, mais on va en reparler plus tard, on arrive à pousser un peu plus loin les espérances de survie avec c'est des équipes italiennes et japonaises qui publient beaucoup sur la trachéotomie. Et la gastrostomie a un point d'interrogation parce que, à cause de l'hétérogénéité des séries et des patients, on a toujours du mal à prouver statistiquement qu'on améliore la survie, mais on va en reparler. Sur le diagnostic, c'est une pathologie qui peut être facile à diagnostiquer en neurologie quand elle est très évoluée. Mais au début, c'est une maladie qui est difficile à mettre en évidence. Et en fait, ça explique le retard diagnostique notamment. Donc en fait, on a cette atteinte progressive de la voie motrice qui va toucher le motoneurone central. Dans la littérature, on parle aussi de premier motoneurone supérieur chez les anglo-saxons, le upper motoneurone, et le motoneurone périphérique, le deuxième motoneurone, le motoneurone inférieur. Vous avez le premier motoneurone en fait qui sort du cortex, qui est dans le faisceau pyramidal, qui voyage dans la moelle et qui fait relais à la corne antérieure de la moelle avec le deuxième motoneurone qui lui va sortir de la moelle épinière via la racine nerveuse pour aller euh, se promener dans les membres jusqu'à la jonction neuromusculaire, se brancher sur les fibres musculaires pour déclencher ensuite l'effort. Cette atteinte des motoneurones centraux et périphériques va générer une clinique particulière qui va nous permettre d'approcher le diagnostic. Et donc, il faut qu'on ait une atteinte progressive, une installation progressive des symptômes en rapport avec cette atteinte-là. On exclut du diagnostic les gens qui ont des troubles oculomoteurs. Ça nous permet de sortir les patients de ce diagnostic-là. Et normalement, mais j'ai mis en italique parce que c'est finalement moins clair désormais. C'était plus net il y a 10-20 ans, mais maintenant c'est moins clair. Des évolutions trop rapides, trop lentes. Finalement, peut-être que c'est quand même certaines formes de SLA, peut-être. Et pareil pour les troubles cognitifs, les syndromes extrapyramidaux, ça commence à être bien documenté quand même chez les gens qui souffrent d'une atteinte du motoneurone. Sur cette diapositive, je vous ai remis les symptômes que le patient peut être amené à exprimer en fonction des territoires. Donc en territoire bulbaire, les gens vont avoir des problèmes pour se servir de la langue. Ils vont avoir une dysarthrie, et des fois on les comprend plus du tout, une anarthrie. Il y a des problèmes pour gérer l'adressage de la nourriture correctement dans l'œsophage, avec des fausses routes, de la dysphagie. Et donc les complications de cette dysphagie, de ces fausses routes, c'est des pneumopathies d'inhalation, des détresses respiratoires sur des contenus alimentaires, ou éventuellement finalement la dénutrition qui va aller accélérer la maladie. Dans le territoire cervical, la perte de fonction motrice progressive va toucher finalement les interactions dans le quotidien avec tous les objets, notamment pour se nourrir. Donc encore une fois, des problèmes de dénutrition qui vont accélérer la maladie, mais également pour communiquer par écrit, pour s'habiller, se nourrir, tenir certains objets. En territoire thoracique, cliniquement, on n'aura pas beaucoup de signes, mais les patients peuvent se plaindre au tout début peut-être d'un syndrome d'apnée du sommeil, et ensuite une dyspnée d'effort, une dyspnée de repos, une orthopnée. Dans le territoire lombo-sacré, c'est là que l'autonomie va être beaucoup mise en jeu parce que les gens vont faire des chutes à répétition, puis ne vont plus réussir à marcher correctement. On a en territoire bulbaire également les phénomènes de tête tombante où le patient va avoir du mal à tenir sa tête, ce qui peut aggraver les phénomènes de dénutrition encore une fois, mais également précipiter les chutes. Ça, c'est plutôt sur cette diapositive, les signes cliniques qu'on cherche quand on examine nos patients. Je vous ai remis en vert les choses qui sont issues normalement de la sémiologie du motoneurone central, une espèce de syndrome neurogène périphérique. En rouge, des choses qui sont issues plutôt du motoneurone périphérique, finalement un syndrome pyramidal. Et j'ai essayé de reprendre les couleurs des territoires, parce qu'il y a des spécificités cliniques en fonction des territoires. Et en noir, vous avez des choses qu'on retrouve dans tous les territoires. Donc le motoneurone central en vert, pardon, j'ai inversé les deux couleurs, on a plutôt ce syndrome pyramidal avec des réflexes qui sont vifs, un signe de Hoffmann en, en territoire cervical, une exagération des réflexes massétérins. Il peut y avoir la spasticité dans le territoire bulbaire,
qui s'expriment par des phénomènes de morsure la nuit, par exemple, un trismus, un clonus de la mâchoire. Au niveau du motoneurone périphérique, on a donc cette perte de muscle, cette amyotrophie, qui peut être initialement très localisée et qui va ensuite s'étendre en fonction que les motoneurones sont touchés dans les différents territoires. On a des signes d'inflammation de la voie motrice avec des fasciculations, également des signes de destruction du nerf de l'axone avec ses crampes, donc des réflexes qui vont parfois diminuer et qui cohabitent, voire abolis, qui cohabitent avec des réflexes plutôt vifs chez le même patient dans un territoire différent. Et comme je vous disais initialement sur le diagnostic, cette atteinte cognitive qui est maintenant bien documentée, qu'on va retrouver à minima, à la frontière des fois du véritable syndrome frontal, dans un état un peu pré-pathologique préfrontal, avec des signes de grasping, un signe de l'applaudissement, une modification des habitudes alimentaires qui va se porter beaucoup plus sur le sucre, avec une tendance à la gloutonnerie, une jovialité et des calembours qui peut, selon un peu les deux faces d'une même pièce, contraster avec un état plutôt apathique, mais qui rentre quand même également dans les atteintes du cortex frontal. Ça, c'est des données qui sont issues d'une équipe irlandaise qui avait, de façon un peu plus précise, essayé d'explorer leur cohorte sur le plan cognitif. Et ils ont effectivement bien montré que finalement, il y a un bon tiers des patients qui vont présenter cette atteinte frontale. Et finalement, il y a un peu moins de la totalité de leurs patients sur cette cohorte qui étaient vraiment exempts d'atteinte cognitive. Donc beaucoup de problèmes frontaux plus ou moins pathologiques, hein, avec des vrais DFT et des choses un peu moins nettes en termes de sémiologie, mais également des choses pas forcément exécutives, pas forcément frontales en rapport avec le fait que c'est une maladie qui commence quand même après 60 ans. Cette maladie, comme j'exprimais tout à l'heure, a des modes de début particuliers qui font un peu en plus la difficulté du diagnostic à la phase initiale. Et en fait, ça dépend de là où le motoneurone est touché, quel motoneurone et dans quel territoire. Les deux plus fréquents sont le début spinal, c'est-à-dire que vous avez une atteinte du motoneurone central et périphérique qui va ou s'associer ou cohabiter sur un même patient, mais initialement en épargnant le territoire bulbaire, et à l'inverse, il y a des gens qui vont commencer par le territoire bulbaire. Sortis pour nous de ces deux modes de début les plus fréquents, les autres modes qui sont présentés sur cette diapositive sont beaucoup plus difficiles à atteindre sur le plan diagnostique, que ce soit, et même pour nous neurologues, avec encore une extension du délai diagnostique. Avec donc des gens qui peuvent commencer par une atteinte du motoneurone périphérique ou que du motoneurone central. Euh, des formes presque comme une polynévrite du diabète, avec volontiers des signes sensitifs, cliniques, mais également électromyogrammes, des formes hémiplégiques, des formes plutôt racines, des épaules ou éventuellement des cuisses pour le flail leg et le flail arm. Dans cette atteinte de la voie motrice, il est nécessaire qu'on explore nos patients pour exclure du cadre diagnostique de la sclérose latérale des diagnostics différentiels qui ne fonctionnent que pour 10% des cas finalement. On va réussir dans 90% des cas, quand les gens ont cette atteinte clinique du motoneurone central et périphérique d'installation progressive, dans 90% des cas, ça va être la sclérose latérale amyotrophique. Je vous avais mis ici une bonne partie des diagnostics différentiels qu'on a l'habitude de rechercher, mais ce n'est pas exclusif, hein. Il y avait d'autres atteintes éventuelles. Ce sont des atteintes plus rares du système nerveux périphérique, la maladie de Kennedy, la neuropathie multifocale à bloc de conduction, les PIDC motrices, la myosite à inclusion. Sur le motoneurone central, ce sera plutôt les paraparésies spastiques, la sclérose latérale primitive, la SLP, ou effectivement quand c'est mélangé, des fois en fait il y a des atteintes finalement de la moelle épinière dans le rachis cervical par de l'arthrose volontiers. On a aussi des formes d'atteinte de la jonction, certaines formes de myasthénie un peu particulières, ou certaines pathologies un peu plus rares que j'ai pas remises ici. Ce qu'on fait comme examen complémentaire, donc c'est surtout un électromyogramme pour valider le diagnostic, bien exclure les atteintes sensitives et certaines atteintes déminisantes, puisque la sclérose latérale amyotrophique est une atteinte axonale surtout, et ça va nous permettre un peu de typer aussi le degré d'atteinte du patient
en recherchant les fasciculations qui peuvent être présymptomatiques de l'atteinte de la perte de force. La ponction lombaire va nous permettre d'éliminer les atteintes de la voie motrice en rapport avec des entités volontiers hématologiques, cancérologiques éventuellement. Sur le plan biologique, on va essayer de rattraper certaines atteintes auto-immunes du système nerveux périphérique comme la neuropathie multifocale à bloc de conduction, de même avec la ponction lombaire. Et on rajoute, mais c'est récent, les neurofilaments, qui est un biomarqueur qui manque de spécificité, qui traduit une destruction neuronale, mais qui n'est pas spécifique de la sclérose latérale amyotrophique. C'est élevé dans un peu toutes les pathologies neurologiques, y compris celles du système nerveux périphérique, mais c'est très élevé dans la sclérose latérale amyotrophique. IRM cérébral et médulaire pour rattraper les autres causes neurodégénératives. Et comme je vous disais, en France, on va chez tous nos patients rechercher les mutations C9orf72 et SOD1. C9orf72 parce que c'est la plus fréquente et qu'on a des actes de recherche qui sont en train de se développer, et SOD1 parce qu'il existe un traitement. En fonction de ces premières évaluations et en fonction de l'évolution clinique et du tableau clinique, on est peut-être amené à proposer ces examens supplémentaires, un TEP scan corps entier, mais surtout du cerveau, pour voir s'il y a un hypométabolisme cérébral focal qui pourrait illustrer par exemple une composante un peu frontale dans le tableau. Les potentiels évoqués somesthésiques et moteurs vont nous permettre de tester notamment au niveau de la moelle épinière la fonctionnalité des voies sensitives et motrices, et la biopsie neuromusculaire quand on aura un doute sur une entité touchant le système nerveux périphérique. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on va être amené à proposer un traitement à nos patients. C'est une maladie qui reste incurable, mais il y a un traitement étiologique qui a fait un peu sa preuve et qu'on prescrit en France. C'est le Riluzole, c'est un médicament qui est un peu ancien, les études datent de 1996. Le niveau de preuve est intéressant, mais l'efficacité est très discutable. Il y a une méta-analyse de la Cochrane qui montrait que en moyenne, les patients gagnaient 3 mois de médiane de survie. Et donc, ce n'est pas majeur ni miraculeux, à tel point que, par exemple, en Angleterre, ce n'est pas prescrit. Le tofersen a été, lui, développé plus récemment. C'est des injections intratécales. C'est un nucléotide antisens qui va aller faire dysfonctionner finalement la transcription de la partie mutée du génome chez les gens qui ont une mutation SOD1 pour éviter la production d'une mutation SOD1, d'une protéine pardon, SOD1 pathogène. Et en fait, c'est surtout des traitements symptomatiques donc on va mettre en place pour essayer de traiter symptôme à symptôme les problèmes du patient au quotidien. On a plusieurs propositions pour l'hypersalivation, qui est en rapport avec l'atteinte bulbaire. On donne de l'atropine sur la langue, de la scopolamine. On utilise les effets secondaires de certains traitements, notamment l'amitriptyline, le laroxyle ou les bêta-bloquants. On peut faire des injections de toxines botuliques dans les glandes salivaires, mais également les faire irradier par nos collègues radiothérapeutes. Pour la douleur, on utilise volontiers les traitements qui sont donnés dans la douleur neuropathique. Mais ça marche pas très très bien. En fait, la douleur dans la sclérose latérale amyotrophique, elle est plutôt d'origine musculaire, puisque les muscles, enfin on a l'impression, puisque les muscles qui sont encore là alors que leurs collègues se sont détruits peu à peu, ont travaillé plus que d'habitude, par exemple sur une fonction d'abduction de l'épaule. Et c'est des muscles qui n'ont pas assez de temps pour s'adapter, adapter le nombre de fibres musculaires, qui vont donc souffrir, que ce soit sur les points d'insertion ou pour le muscle en tant que tel, et donc générer des douleurs. On peut être donc amené à proposer des anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment en crème, mais également en systémique, avec une efficacité un peu variable. Le dernier patient qu'on a traité par Acupan, ça n'a pas trop mal marché, on était assez content. Mais on va surtout proposer de la physiothérapie et des massages. Pour la raideur, que ce soit celle en territoire bulbaire ou pour les membres inférieurs, on va proposer du Lioresal. Ça marche pas très bien pour les jambes, ça marche pas trop mal en territoire bulbaire. On va essayer d'entretenir les amplitudes articulaires pour avoir, même si la fonction est diminuée, euh, la fonction motrice est diminuée, on va essayer d'avoir des segments de membres en position de fonction, notamment pour les soignants, pour faire les toilettes, pour habiller les gens. Et pareil pour l'orthophonie, avec l'idée que le fait de travailler certains exercices, peut-être, ça permet de ralentir la destruction des fonctions. On va être amené à proposer à nos patients des suppléances vitales de certaines fonctions qui, si jamais elles sont mises en jeu, peuvent effectivement amener au décès rapide du patient. Comme je vous disais, c'est une maladie qui va, pour plein de raisons, aboutir à une dénutrition, et on sait que la dénutrition va accélérer la maladie. Donc on fait très très attention à la façon dont nos patients se nourrissent, et on essaye le plus possible de leur proposer des solutions
On peut mettre en place une sonde nasogastrique, par exemple, mais en termes de confort au niveau du passage en arrière-gorge, c'est pas évident. Et donc, assez rapidement, on va aller proposer aux patients une gastrostomie par voie endoscopique ou éventuellement par voie radiologique. Comme je vous disais précédemment, les études n'ont pas réussi à prouver qu'on améliorait la survie des patients. Dans l'expérience, on a l'impression qu'on leur fait gagner 8 à 10 mois. Et par contre, ce qui a été assez clair sur le plan sur le plan statistique, c'est qu'on améliore l'espérance de vie. En fait, les gens, ça a du sens de leur proposer cette prise en charge et de la réaliser quand ils se battent avec la nourriture, qu'ils ont très très peur de mettre de la nourriture dans les poumons, que les repas sont devenus un calvaire. Et ben, le fait qu'ils puissent apporter, qu'ils puissent gérer leur nutrition via ce système-là, ça a du sens pour eux. C'est une proposition, c'est une prise en charge qu'on propose, mais il y a certaines personnes qui nous disent non, parce qu'effectivement, gagner 8 à 10 mois, ça n'a pas du sens pour tout le monde, avec en plus une technicisation du domicile, une modification du rapport au corps, à la nourriture, et puis une aggravation de la maladie au fur et à mesure où le patient continue à vivre. Sur le plan respiratoire, puisque en fait on va avoir un défaut de fonctionnement du diaphragme, mais également des muscles accessoires, on va avoir une hypercapnie. Progressivement, on peut, en surveillant, proposer la mise en place d'une VNI, d'abord la nuit, et au fur et à mesure où la maladie elle s'aggrave, le patient va avoir de plus en plus besoin euh, de sa VNI, jour et nuit, jusqu'à ce que presque ne plus pouvoir manger sans la VNI, et on peut être amené parfois à proposer des trachéotomies. Sur le plan culturel en France, c'est peu fait, et parce qu'il y a des problèmes d'accès en fait aux structures de soins qui peuvent accueillir les patients trachéotomisés. Donc il faut avoir des moyens financiers ou alors des moyens familiales étendus avec une structure familiale importante qui peut prendre en charge le patient qui va être trachéoventilé 24 heures sur 24. La prise en charge qu'on propose de base aussi à tous nos patients, c'est le suivi en centre spécialisé. On leur demande s'ils sont d'accord pour être suivis, être vus régulièrement dans le centre SLA. Ça n'a pas du sens pour tous les patients et pourtant encore une équipe irlandaise qui avait montré en comparant la survie de patients suivis en Irlande du Nord à ceux suivis en Irlande en centre spécialisé, montrait que le fait d'être suivi en centre spécialisé, ça permettait d'avoir une durée de survie plus importante. Et ils avaient l'impression que c'était surtout en rapport avec l'accès aux techniques de suppléance vitale, qui étaient mieux codifiées en centre et plus rapides pour les patients qui étaient suivis en centre plutôt qu'avec un suivi en ville un peu classique. En France, cette proposition de suivi en centre, elle s'est matérialisée pardon, via le FieldSLAN. C'est la filiarisation dans le cadre des maladies rares, les structures filières maladies rares, et donc des pathologies de SLA et du neurone moteur, avec donc, je crois que c'est 18 centres à ce jour qui sont ouverts en France, et donc on essaie d'avoir une répartition territoriale un peu pour couvrir tout le territoire, avec quand même des fois des trous, mais également des centres en outre-mer. Il y a plusieurs missions de ces centres SLA, bien sûr, c'était l'accès au diagnostic, essayer de le favoriser, de raccourcir le délai diagnostic, essayer de proposer aux gens les traitements de référence, mais également leur proposer éventuellement les essais thérapeutiques. Encore une fois, essayer de surveiller le plus possible pour leur permettre d'accéder aux suppléances vitales le plus tôt possible, mais également leur faire bénéficier d'une facilitation pour la mise en place des techniques d'aide sociale, facilitation dans l'espèce de dédale médico-sociale entre l'APA, la MDPH et les différentes structures. Les centres SLA ont aussi des missions de formation. Les personnels des centres SLA se réunissent tous les ans aux journées nationales annuelles des centres SLA pour essayer d'harmoniser les pratiques une fois par an. Cette année, ce sera à Rennes. Et il y a également les journées nationales de la recherche SLA qui ont lieu à Paris tous les ans, à l'ICM. On est amené aussi assez rapidement à orienter les patients et les aidants vers différentes associations, que ce soit au niveau local, avec là, c'était un espèce d'aperçu qui date de 5 à 6 ans. Il y a sûrement d'autres associations qui ont émergé depuis ou d'autres qui ont peut-être disparu. Sur le plan national, c'est l'ARSLA qui est vers qui on oriente le plus souvent les patients, qui a des moyens financiers importants. Cette maladie nécessite qu'on s'intéresse avec les patients à leur projet de fin de vie éventuellement. Puisque à partir du moment où on lance le diagnostic, c'est une maladie, enfin qu'on valide le diagnostic, c'est une maladie où l'espérance de vie, même si individuellement
euh, elle n'est pas claire. En termes de groupe, on a donc cette médiane de survie à 3 ans. Et donc, du fait de cette caractéristique particulière, c'est des patients qu'on va essayer assez rapidement d'adresser à nos collègues des équipes de soins palliatifs. Sur ce diagramme-là, c'était différentes façons, que ce soit dans la SLA ou dans d'autres pathologies, de faire accéder les patients aux soins palliatifs. Et nous, à Tours, on avait choisi pour la SLA plutôt ce dernier modèle, le modèle C, et un peu à la carte dans le sens où est-ce que des fois on arrive dès le diagnostic à parler des soins palliatifs aux patients? C'est pas forcément évident puisque pour l'annonce diagnostique, c'est quand même un temps très particulier. Mais des fois, on y arrive et plutôt, en fait, quand il y a des aggravations, on leur parle un petit peu, mais qu'est-ce que vous avez vu pour la fin de vie, etc. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on essaye de leur faire travailler un petit peu leurs directives anticipées. C'est pas tellement. Alors, ça sert, hein, puisque c'est des choses qu'on nous demande d'avoir dans les dossiers patients. Et notamment, par exemple, les EHPAD aiment bien avoir ce type de document. Mais nous, ça nous sert de média, un petit peu, de médium, pour essayer un petit peu avec les gens de voir avec eux ce qu'ils voudraient qu'on fasse dans certaines situations. C'est pas toujours évident pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui se projettent assez bien et ça nous permet de voir avec eux si les suppléances vitales, ça les tenterait, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils voudraient faire, comment ils voient leur fin de vie, etc. On essaie de remplir depuis 1 an et demi pour tous nos patients les fiches Urgence Palia. C'est une fiche qui est assez costaud, qui a plusieurs pages, mais en remplissant un petit encart, on essaye un petit peu de renseigner nos collègues du SAMU sur justement ces orientations thérapeutiques futures avec lesquelles on a pu discuter auprès du patient, dont on a pu discuter avec le patient. La fin de vie est une étape obligatoire pour tout le monde, mais dans cette maladie, elle est très très particulière. Et encore une fois, en fonction des patients, on arrive un peu à discuter avec eux, à anticiper. On essaye le plus possible d'anticiper, c'est un peu notre demande, mais également celle des équipes de soins palliatifs qui préfèrent rencontrer les patients en amont, et arriver à bien les connaître, plutôt que les rencontrer juste en fin de vie pour une demande de sédation. On essaye d'avoir, quand on propose des sédations, une décision de collégialité, que ce soit entre les différents acteurs en neurologie, mais également les équipes de soins palliatifs et également les aidants du patient. On essaye d'aborder avec le patient, le lieu de la fin de vie. C'est possible à domicile, mais ça nécessite une organisation importante et donc une anticipation avec les HAD. Et sinon, effectivement, ça aura lieu en structure hospitalière, nous dans le service par exemple, ou éventuellement en structure de soins palliatifs. La sédation telle qu'elle est faite dans le service, elle découle de nos pratiques habituelles et ça a été un peu comme dans toutes les structures de soins palliatifs, un peu cadré par la loi Leonetti en 2016. Pour rappeler un peu les termes de cette loi, c'est une maladie qui va être à l'origine d'un engagement du pronostic vital à court ou moyen terme et on peut être amené à proposer une sédation quand il y a des symptômes réfractaires ou alors quand on arrête une suppléance vitale. On peut proposer une sédation proportionnée, c'est-à-dire qu'on va endormir le patient puis le réveiller de temps en temps. Par exemple, lutter contre des troubles du sommeil en proposant des benzodiazépines à courte demi-vie en intraveineuse au pouce-seringue, par exemple, la nuit. Et éventuellement le réveiller pour qu'il fasse sa journée tranquillement, ou juste un tout petit peu pour traiter l'anxiété, ou alors carrément une sédation terminale, on endort le patient et on s'applique à maintenir des niveaux de benzodiazépine dans le sang assez élevés pour qu'il ne se réveille plus, jusqu'à ce que la maladie progresse et amène le patient au décès. Ce terme de pronostic vital engagé à court ou moyen terme et de symptômes réfractaires était à notre sens, quand on en discute aussi avec les équipes de soins palliatifs, des choses, un cadre un petit peu extensible. Et pour certains patients, on a été amené à faire des pas de côté de façon collégiale. On n'est pas très à l'aise et on discute beaucoup avec nos collègues des équipes de soins palliatifs. Et pareil, dans l'autre sens, les collègues des équipes de soins palliatifs nous sollicitent éventuellement pour ces cas qui sont un peu particuliers. Et nous, dans le service, pour l'expérience qu'on a pour la sclérose latérale amyotrophique, on utilise beaucoup la sédation proportionnée, et notamment par exemple pour l'anxiété en fin de vie, qui est très souvent réfractaire au traitement habituel qu'on donne. Et donc, on a l'habitude de proposer initialement, peut-être au début des hospitalisations, dont on sent que ça va peut-être être la dernière, des petites doses de benzodiazépine à but vraiment symptomatique, puis ensuite pour le sommeil, etc. Et finalement, ces médicaments étant des dépresseurs respiratoires, même sous ventilation non invasive, on va aggraver l'hypercapnie et le décès va survenir dans les jours suivants.
Le parcours patient, quand on le reprend du début, il y a cette phase qui est avant l'annonce et en fonction du mode de début, il va rencontrer initialement, avant de voir le neurologue, donc le patient, va rencontrer différents, spécialistes et éventuellement via le médecin traitant ou via les urgences. Comme je vous disais, entre le moment où il y a le début des symptômes et le diagnostic, il y a, parfois 1 an. On essaye de réduire ce délai de diagnostic. Des fois, on arrive à le réduire à 6 mois quand c'est vraiment typique et quand on voit les patients assez tôt. Je parle des urgences parce qu'il y a certains patients qui vont longtemps fonctionner avec un déficit, qui vont mettre un peu de côté parce qu'ils ont plein de choses à faire et sur une aggravation, par exemple une infection ou une chute, qui vont se retrouver aux urgences ou alors ils auront effectivement, à cause de cette perte de muscle de la main par exemple, rencontré leur médecin traitant. Pour une main, ça pourrait passer pour un syndrome du canal carpien, pour l'orthopédiste, ça pourra passer pour éventuellement un problème au niveau du dos, si c'est un déficit de la cuisse, éventuellement voir les neurochirurgiens pour des espèces de sciatique indolore et finalement en refaisant des explorations, les orthopédistes ou les neurochirurgiens nous adressent, le patient pour avis. Quand c'est la voix qui pose problème ou la déglutition qui pose problème au début pour les débuts bulbaires, finalement ce sera plutôt les ORL ou les gastro-entérologues sur les troubles de la déglutition, voire les dentistes qui seront sollicités et qui vont nous adresser en seconde intention les patients. Sur le plan respiratoire et les formes métaboliques d'emblée qui sont nettement plus rares, c'est les pneumologues qui vont être sollicités ou des fois les réanimateurs qui nous sollicitent d'emblée pour un patient qui est intubé chez eux et dont l'examen, finalement, passé la phase aiguë de l'intubation, est évocateur sur le plan neurologique d'une atteinte du motoneurone périphérique et central. Et sur le plan métabolique, des fois, il passe aussi entre les mains des oncologues, des gens de la médecine interne, pour des altérations de l'état général inexpliquées, parce qu'on a l'impression que potentiellement c'est un cancer, et en fait, les examens neurologiques sont anormaux. Une fois qu'on a entre les mains une demande de consultation avec un tableau rapporté par, l'interlocuteur comme potentiellement évocateur d'une sclérose latérale amyotrophique, on voit les patients assez rapidement, on essaye en tout cas, moi et le professeur Corsia et le docteur Piéguet aussi, qui travaille avec nous et des fois on fait un électromyogramme d'emblée parce que s'il n'a pas été fait, ça nous permet d'aller plus vite. On fait la consultation et en même temps, on valide déjà on se donne déjà une bonne idée du diagnostic. Dans les 2 à 3 semaines qui suivent ce premier contact en CHU, il y a une hospitalisation qui est proposée pour essayer d'éliminer les 10 de diagnostic différentiel et passer, et 2 à 3 semaines plus tard, on essaie de voir le patient avec 80 à 95 des résultats pour lui expliquer ce qu'on a trouvé et éventuellement du coup, procéder à l'annonce de la maladie. On se calque sur le dispositif d'annonce des cancers, on essaye d'avoir toujours un aidant avec nous. On évoque, l'existence, du traitement de référence, même s'il n'est pas miraculeux et on présente les modalités de suivi, notamment dans le centre SLA, tous les 3 mois pour essayer de contrecarrer le plus possible le retentissement, de la maladie dans le quotidien, pour les symptômes et pour le handicap. En fonction de comment on sent les gens, on essaye de leur présenter un peu plus de choses, notamment des fois aussi, ils ont des questions et donc notamment l'évolution attendue, la fin de vie. On essaye de se garder, de pronostiquer leur espérance de survie parce que, l'effet de groupe c'est très différent à l'état individuel au niveau individuel. C'est souvent très difficile de prophétiser les fins de vie. On évoque le recours aux suppléances vitales, l'accompagnement vers la fin de vie et l'existence de nos collègues des soins palliatifs. Et pour les gens qui travaillent encore, alors les conséquences éventuelles et le fait que les essais thérapeutiques existent. Et petit bonus, on essaye de placer, mais encore une fois, ça fait beaucoup dans une consultation d'annonce. Les gens qui conduisent encore, on leur dit qu'il va falloir qu'ils fassent réviser, revalider leur permis de conduire par un médecin de la préfecture. Une fois qu'on a fait cette consultation d'annonce, il y a un espèce de vide jusqu'à M2, M3 où va y avoir lieu la première consultation multidisciplinaire. Ce vide est finalement rempli souvent par un premier contact avec le réseau neurocentre, qui est une structure qui fait, que je présente comme faisant le trait d'union, moi, entre le patient chez lui et nous à l'hôpital, avec un système de remontée, des données, mais une expertise locale sur les différents intervenants disponibles, par exemple les kinés, les infirmières, les aides et avec la possibilité de nous alarmer de façon précoce s'il y a une situation à domicile qui devient trop compliquée pour rester à domicile. Et pareil, les patients peuvent nous solliciter d'eux-mêmes si, avant cette première consultation disciplinaire, il y a des soucis et on essaye de les prendre plus tôt pour voir avec eux notamment si une suppléance vitale doit être mise en place plus tôt que prévu. Tous les 3 mois, on les voit donc en consultation multidisciplinaire et pendant toute la durée, de survie. Vers la deuxième, et plutôt la troisième année, on essaye un petit peu de questionner quand on voit que c'est difficile l'évolution du lieu de vie par rapport à la sécurisation éventuellement pour des chutes notamment.
On essaye de voir s'il y a besoin de séjours de répit, que ce soit pour les dents principales, mais également les équipes paramédicales au domicile, que ce soit en unité de soins palliatifs dans le service de neurologie ou dans certains centres spécialisés. Et on va discuter des suppléances vitales. Et au-delà, encore une fois, de ces 2 ou 3 années, quand on sent que le patient est de plus en plus gêné pour respirer, pour manger, et que la fin de vie approche, on essaye de voir avec lui, si on n'a pas anticipé avant, comment il conçoit la fin de vie, ou est-ce que c'est au domicile ou en milieu hospitalier. Une CMD, c'est une journée qui est assez costaud. Vous voyez, je vous ai mis sur le côté là, toute une journée, ce que ça peut signifier pour les patients. Ils voient énormément d'intervenants, et nous encore, on n'a pas de kinésithérapeute. Et donc, on va évaluer tous les axes dans lesquels la maladie peut poser problème, que ce soit sur le plan nutritionnel, mais également le plan du fonctionnement à la maison, le plan respiratoire également, psychologique aussi. Pour la recherche, ici à Tours, le service est adossé, enfin le centre SLA est adossé à une unité INSERM qui fait la recherche fondamentale. Et on a dans le service en recherche appliquée des protocoles observationnels, mais on travaille également avec le CIC pour des protocoles thérapeutiques. Donc en conclusion, c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer précocement. Des fois on y arrive, mais elle est plus facile quand elle a un peu évolué, notamment après ces 10 à 12 premiers mois. Le centre spécialisé va permettre aux patients, même si la maladie est incurable et qu'on ne peut rien faire pour en limiter les conséquences, va permettre aux patients d'augmenter un peu son espérance de vie, de leur apporter un peu d'espoir aussi à la recherche thérapeutique et peut-être un peu plus baliser la fin de vie pour qu'elle soit un peu moins compliquée. Cette pathologie garde beaucoup de questions, que ce soit pour l'expliquer, mais également donc pour la traiter forcément, mais également ça soulève des questions éthiques, notamment par rapport à la fin de vie. Et donc, vous savez, il y a un débat en ce moment là, ils sont en train d'essayer de modifier un petit peu la loi sur la fin de vie. C'est pas très clair pour l'instant, il y a peut-être du suicide assisté, éventuellement, possibilité que ce soit donné par des médicaux, mais également des paramédicaux, avec l'idée aussi de modifier cette idée de court ou moyen terme en le proposant plutôt pronostic vital engagé, je me rappelle plus très bien le terme, mais ça changeait un petit peu voilà. Mais pour l'instant, rien de concret pour nous. Voilà. Merci beaucoup, docteur Beltran. On a un petit peu de temps avant de passer à la deuxième présentation pour des questions. N'hésitez pas. Moi, j'en ai une, du coup, j'en profite avant que quelqu'un prenne la parole. Vous avez parlé un petit peu des aidants tout à l'heure. Et est-ce que comment concrètement vous accompagnez les aidants? Est-ce qu'il y a un accompagnement prévu? Est-ce qu'il y a des formations prévues pour les aidants, par exemple? Alors effectivement, il y a plusieurs choses. Alors sur Tours, il y a un peu d'hétérogénéité dans les différents centres SLA. Il y a certains centres qui proposent une ETP aux aidants, mais également aux patients, pour leur montrer la maladie, ce qu'elle fait comme dégâts, ce qu'elle va faire comme dégâts éventuellement, et comment un petit peu essayer d'atténuer les dégâts. Ici, c'est le réseau neurocentre qui a des groupes de parole aux aidants. Après, on a une psychologue qui est amenée à prendre en charge le patient, mais surtout également, enfin, les aidants. Et pareil, l'ARSLA, ils ont des possibilités de soutien d'accès à des soutiens psychologiques pour les aidants. Mais également, le réseau neurocentre peut prodiguer, orienter vers un soutien psychologique pour les aidants. Et après, c'est notre assistante sociale. Alors, il y a différentes entités sociales qui peuvent être sollicitées par les aidants pour les aider au quotidien, que ce soit des locales ou un peu plus éloignées. Mais nous, l'assistante sociale va également essayer de se focaliser sur l'aidant, comment l'aider dans les démarches, le cheminement un peu pour qu'elle puisse trouver les bonnes aides financières, les bonnes aides techniques. Et après, c'est ce que je vous disais par rapport aux aidants, il y a aussi on essaye de comment dire, de les interroger. Donc c'est pour ça qu'on aime bien les avoir avec nous pour la CMD, par rapport au ressenti au quotidien. Parce que des fois, il peut y avoir un décalage à cause de cette zone frontale entre le ressenti des patients et le ressenti des aidants. Et des fois, les patients n'ont pas l'impression que ça se passe forcément mal, mais les aidants sont épuisés. Et donc, on est amené à proposer, donc à questionner les séjours de répit, le recours au séjour de répit. D'accord, très bien, merci. Alors, s'il n'y a pas de questions immédiatement, on va enchaîner sur la deuxième présentation qui fait beaucoup de liens avec ce que vous venez de dire, avec la présentation de Madame Julie Catherine, qui est la directrice du réseau Neurocentre, à qui je vais laisser la parole et qui va vous présenter le réseau. Alors, Madame Catherine, vous êtes toujours là? Bon,
Alors, peut-être pas. Alors, ce que je peux faire, docteur Bertrand, c'est que partager la présentation de Madame Catherine et peut-être que vous pouvez commencer en attendant qu'elle revienne. Cela, je crois qu'elle n'est plus connectée. Mhm. Alors, du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, oui. Ok, je pense que c'est bon pour tout le monde. Bon, voilà, ça c'est la présentation Parfait. de Madame Catherine. Vous m'entendez? Ah, bah voilà, vous êtes là. J'étais là, Alors, mais j'avais plus accès à rien du tout. d'accord. Alors, je me suis permise de mettre votre présentation, comme ça, je peux passer Oui. les slides et puis Du coup, vous la suivre. je l'ai un petit peu modifié. Ah, Je vais d'accord. partager la mienne si je peux. Ouais, Mais je sais pas, pourtant je vous entendais, je vous voyais, j'étais là, mais j'écrivais même dans le chat, mais ça ne d'accord. fonctionnait pas. Bon, j'ai arrêté le Alors, partage, vous allez pouvoir partager votre présentation. est-ce que ça va marcher? Hop, hop. Là, vous me voyez ou pas? Oui, c'est bon. On peut Alors, mettre en grand écran. ouais, je vais le mettre tout de suite. Désolée pour les petits problèmes techniques. Est-ce que c'est bon là? Oui, très bien. Bon, bah, bonjour à tous déjà. Désolée de me présenter comme ça un petit peu en catastrophe. Et merci de m'accueillir pour présenter Neurocentre. Donc effectivement, Stéphane a déjà bien éclairé certaines de nos missions. Donc juste pour reprendre un petit peu qui nous sommes. Donc nous, on est sous forme associative, donc une association qui a été créée il y a pratiquement 20 ans maintenant par certains neurologues et médecins de médecine physique de la région Centre-Val de Loire, avec en premier lieu une démarche qui s'orientait plutôt vers la sclérose en plaques par les médecins qui étaient plutôt spécialisés sur cette pathologie-là et rejoint rapidement par les médecins plutôt spécialisés sur la sclérose latérale amyotrophique. Donc initialement, le professeur Corsia qui est aussi référent du centre SLA de Tours dont parlait Stéphane tout à l'heure et où Stéphane bien sûr travaille. Donc, bien sûr, on a une collaboration forte avec le centre SLA. J'y reviendrai par la suite, mais Stéphane l'a déjà très bien expliqué. Donc, nous, on est financé par l'ARS et on a une équipe opérationnelle régionale d'à peu près 13 salariés qui comprend des infirmières, des ergothérapeutes, des psychologues, neuropsychologues, des professeurs d'activité physique adaptée et des patients ou des aidants partenaires. On a un neurologue coordinateur et puis une équipe support qui est composée de moi à la direction, d'une secrétaire et d'un cadre de service. Donc après, nous, on est régional, mais on est bien sûr très présent dans le 37. Notre siège social est dans le 37, mais on intervient sur n'importe quel point de la région, que ce soit au domicile et en structure. Je vais y revenir par la suite. Donc, on a deux missions principales. Nous, on ne fait pas de soins. Notre première mission, c'est l'accompagnement des patients atteints de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique et de Parkinson. Bon, là, je ne l'ai pas marqué dans mon diapo parce que Parkinson, c'est en cours d'élaboration, et de leur entourage. Donc, pour répondre à votre question, nous, tout ce qu'on fait pour les patients, on le fait aussi pour leurs aidants. Donc, on intervient, je le reverrai après, tout ce qu'on propose, c'est aussi pour les aidants. Et cet accompagnement se fait sous forme d'éducation thérapeutique. Donc là, je ne vais pas détailler ce que c'est l'éducation thérapeutique. Après, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci.
Et notre deuxième mission, ça va être d'accompagner les équipes de terrain. Donc, notamment, on y reviendra, les EHPAD, les SIAD, les HAD, les EADSP. Tous ceux qui ont un acronyme en région centre, nous pouvons vous accompagner. Donc, si je reviens plus spécifiquement sur l'accompagnement des patients, cet accompagnement peut se faire au domicile ou en structure. Donc, on va vraiment vers le patient, qu'il soit hospitalisé ou en EHPAD ou à domicile, on ira vers lui. Donc, on fait ce qu'on appelle une première évaluation initiale. Donc, on recueille les besoins des patients et ou des aidants suite au diagnostic. Donc, comme le disait le docteur Beltran juste avant, dans le meilleur des cas, dans un parcours de soins idéal du patient, le patient est diagnostiqué au centre de référence SLA et après, il revoit le patient 3 mois après. Et nous, on voit le patient dans ce laps de temps-là à son domicile. Ça permet aussi aux médecins qui le suivent d'avoir cette double vision aussi de l'institution et du patient dans son environnement. Donc, on les voit après le diagnostic et avant la première consultation multidisciplinaire dont vient vous parler le docteur Bertrand. Mais on peut aussi avoir des demandes extérieures parce que tous les patients ne sont pas suivis au centre expert. Bon, après, en région centre, pratiquement 95% des patients sont suivis au centre de Tours et nous, on intervient dans l'intervalle des suivis avec les consultations multidisciplinaires tous les 3 mois. Donc, quand on intervient au domicile, qu'on a recueilli, qu'on a fait l'évaluation globale initiale du patient, on va lui proposer ensuite un accompagnement individualisé selon ses besoins. Et en fonction de ça, chaque professionnel de l'équipe peut se déplacer une fois au domicile ou en structure en lien avec le patient. Donc, les infirmières vont vont faire une reprise d'annonce. Alors, reprise d'annonce, ça peut être un terme un peu qui s'apparente à des textes de loi. Ici, j'ai mis reprise d'annonce, mais on n'est pas du tout dans une collaboration, délégation de tâches ou autre chose. C'est que nous, du coup, vu qu'on les voit juste après le diagnostic, forcément, ils ont beaucoup de questions. Donc, on va répondre à toutes les questions et on va reposer les choses, reparler de la maladie, réexpliquer les symptômes, l'impact sur la vie quotidienne et leur donner tout de suite des recommandations, notamment comme en parlait le docteur Beltran, surtout pour l'activité physique, le kiné, etc., etc. Donc, il y a aussi notre ergothérapeute qui peut se déplacer, toujours au domicile ou en structure. Et là, du coup, il va préconiser sur l'aménagement du domicile, la conduite automobile, les aides techniques, la communication, etc., etc. Pareil pour la psychologue, donc qui va pouvoir permettre de fluidifier peut-être la communication avec l'entourage. Elle va pouvoir aborder aussi tout ce qui est la gestion du stress, gestion de l'anxiété et aborder aussi la fin de vie. Donc ça, c'est quand on voit les patients une première fois. Ensuite, on instaure un suivi à long terme qui sont essentiellement faits par les infirmières par téléphone, en moyenne tous les 3 mois, entre 2 consultations multidisciplinaires du centre SLA. La psychologue, elle, peut proposer un suivi avec d'autres psychologues libéraux qui sont, nous, on finance jusqu'à 5 séances par patient et par aidant. Donc, ça peut répondre aussi à votre question tout à l'heure et je sais que Stéphane l'avait précisé. On organise aussi des groupes de parole aidants. Donc, pour l'instant, il y en a un existant dans le 37 et on aimerait pouvoir le développer à tous les départements. Et donc, voilà, il nous faut les moyens logistiques pour le faire. Et quand pour les ergos, donc je n'ai pas précisé ici, mais quand les ergos, du coup, préconisent un aménagement de domicile ou des aides techniques, aides humaines, ils vont jusqu'au bout de l'accompagnement. Donc, notamment, ils peuvent aussi, eux, retourner au domicile pour faire des essais jusqu'à la prescription du matériel.
Et puis, bien sûr, on travaille avec toutes les équipes de proximité du domicile, donc les EHPAD, les SIAD, les HAD, les EADSP, les auxiliaires de vie, les aides à domicile, etc., etc. Donc ça, c'était notre première mission, l'accompagnement des patients, qui vient en lien avec ce qu'on fait pour les professionnels. Donc nous, on est identifié un peu comme une équipe mobile experte sur l'ensemble de la région, sur ces 3 pathologies-là, CEP, SLA et maladie de Parkinson. Donc à ce titre, on peut organiser des réunions de coordination en structure ou à domicile. Là, par exemple, d'ailleurs, je crois que le docteur Beltran, si tu es toujours là, Stéphane, nous a fait la demande d'organiser ce genre de réunion qui va certainement déboucher sur une sensibilisation, une formation de l'équipe pour un de ces patients. Et nous, on avait déjà identifié aussi qu'il fallait aller en support pour les personnes qui s'occupent en structure de cette personne. Et ça peut être aussi également pour le personnel du domicile. Donc voilà, dans la continuité, ça peut déboucher sur une sensibilisation, une formation, même si les équipes n'ont pas de personnes atteintes sur le moment, en prévention par exemple. Donc en tant qu'équipe experte, on organise chaque année des journées. Alors c'est une année sur 2, on organise pour les professionnels. Donc cette année, c'est cette semaine, vendredi, ce sera à Tours. Donc sur toutes les maladies neurodégénératives, enfin sur les 3. Donc sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique et Parkinson. Et puis on organise aussi des moments pour les patients. Et là, donc le 21 juin, comme vous le rappeliez, c'est la journée pour défier la SLA. Donc on organise avec une des personnes référentes de la RSLA un moment d'échange avec, vous voyez, le professeur Corsia qui va intervenir, donc moi avec notre infirmière de secteur sur ce département-là, et puis le témoignage de la personne de la RSLA. Donc ça peut aussi être sur la sclérose en plaques, on organise ce genre d'événement. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez quelle que soit la question, même si c'est une demande d'information, vous nous envoyez un mail, vous nous appelez, c'est très simple. Et puis après, nous, on vous met en relation avec les professionnels de nos équipes qui sont sur vos secteurs ou qui sont compétents pour répondre à la question. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Du coup, on remettra toutes vos coordonnées, on les mettra dans le compte rendu qu'on réalisera et vos présentations, on les enverra à tous les professionnels des EHPAD et du domicile. On a encore un petit peu de temps pour des questions, si vous le souhaitez. Profitez-en. En tout cas, c'était très clair. Bon, je vous remercie beaucoup à tous les deux pour votre présentation. Voilà, donc on va pouvoir clôturer ce téléstaff aujourd'hui. Normalement, c'était le dernier de l'année. L'été, il n'y a pas de téléstaff, mais cette année, on innove. On va créer 2 téléstaffs bonus où on parlera d'ICOP, un des gros projets de l'ERVMA. Donc, on fera les téléstaffs de l'été, donc ce sera le 2 juillet et le 27 août, où on parlera du projet ICOP sur la région, qui est un programme de prévention du vieillissement créé par l'Organisation mondiale de la santé. Et le RVMA en est en charge sur la région. Donc, vous recevrez prochainement les liens de connexion pour parler ICOP. Voilà. Et ben, merci à tous d'avoir été présents à ce téléstaff. Merci au Dr Beltran et à Julie Catherine d'avoir présenté la SLA. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.